6 avril 1945. Au large d'Okinawa, mer de Chine orientale, l'aube se lève sur la Task Force 58 de la 5e flotte des États-Unis. Sur les destroyers d'alerte avancée, radar piquette, positionnés à 25 km de la flotte principale, les marins scrutent l'horizon, sachant ce qui approche. Dans le centre d'information de combat de l'USS Lloyds, les opérateurs radars suivent des contacts entrants, non pas des douzaines, mais des centaines. Les équipages des canons de 5 pouces du navire chargent des obus marqués de désignation cryptique VT, chacun contenant des émetteurs radio miniaturisés qui révolutionneraient la guerre navale. Le but est désespéré. Survivre à l'opération Kikusui numéro 1, la première de 10 attaques kamikazes massives et coordonnées. À 6 heures, le ciel se remplit d'avions. À travers la brume matinale vient un son qui définira la bataille d'Okinawa, le vrombissement de centaines de moteurs d'avions japonais approchant par vagues, des pilotes scellés dans des cockpits sans intention de retourner. Menant l'assaut se trouvent les pilotes des unités d'attaque spéciales de la marine impériale japonaise. Leurs chasseurs Zero et bombardiers en piqué Yokosuka Judy, chargés de bombes de 250 kg, sont suivis par des vagues d'avions plus anciens réquisitionnés pour le service suicide. Parmi eux, des pilotes spécialement entraînés, Oka, sont assis, scellés dans des bombes volantes à propulsion fusée, transportés par des bombardiers Mitsubishi G4M Betty. Ce qui se passe ensuite démontrera l'impact révolutionnaire de la technologie américaine de fusées de proximité et révélera pourquoi les tactiques kamikazes japonaises, initialement si dévastatrices, échoueraient finalement face au système anti-aérien le plus sophistiqué jamais déployé. La fusée de proximité américaine VT était arrivée dans le théâtre du Pacifique après 2 ans de tests de combat qui avaient commencé avec un seul tir historique. Développé par un programme d'urgence lancé en 1940 par la section T du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins sous la direction du docteur Merle Tuve, la fusée de proximité représentait l'un des 3 projets secrets les plus critiques de la Seconde Guerre mondiale, aux côtés du radar et de la bombe atomique. La fusée fonctionnait sur un principe brillamment simple. Un émetteur-récepteur radio miniature qui envoyait des ondes radio continues et mesurait leur fréquence de retour. Lorsque l'effet Doppler indiquait la proximité d'une cible, la fusée faisait détonner l'obus automatiquement. Les artilleurs n'avaient plus besoin d'estimer les distances exactes et de régler des minuteries mécaniques. L'obus savait quand exploser. Les défis techniques avaient été vertigineux. Les composants de la fusée, y compris de minuscules tubes à vide en verre fabriqués par Sylvania, devaient résister à des forces d'accélération de 20 000 fois la gravité lorsqu'ils étaient tirés d'un canon de 5 pouces. Le projectile atteignait 790 mètres par seconde en tournant à 25 000 tours par minute à travers le rayage du canon. Chaque composant devait fonctionner parfaitement après ce lancement violent, puis opérer de manière fiable à des températures allant de 38 degrés Celsius à moins 45 degrés Celsius. En avril 1945, les usines américaines avaient produit plus de 15 millions de fusées de proximité pour un usage naval dans le théâtre du Pacifique. La fabrication avait été distribuée entre de nombreux sous-traitants. La Crossley Corporation à elle seule produisit 5 225 913 fusées, soit 24% du total. RCA, Eastman Kodak, General Electric et McQueen Norris, combinés à 87 entreprises différentes, utilisaient 110 usines engagées dans diverses phases de production. Cet effort industriel massif garantissait que les forces américaines à Okinawa étaient équipées des munitions anti-aériennes les plus avancées jamais créées. La marine américaine avait augmenté l'allocation de fusées de proximité de 25% des munitions anti-aériennes en 1943 à 75% en 1945. Cela représentait la reconnaissance que le combat dans le théâtre du Pacifique contre les attaques kamikazes exigeait des capacités défensives révolutionnaires. Chaque destroyer, croiseur et cuirassé transportait des milliers d'obus de 5 pouces à fusée VT comme défense principale contre les attaques suicides. En contraste frappant se trouvait le programme kamikaze japonais, né du désespoir.
Après les défaites catastrophiques dans les Mariannes et à la bataille de la mer des Philippines, le Japon avait perdu la majorité de ses pilotes expérimentés et de ses porte-avions. Le vice-amiral Takijiro Onishi, commandant de la première flotte aérienne, avait proposé la formation d'unités d'attaque spéciales en octobre 1944, arguant que les tactiques conventionnelles ne pouvaient plus réussir face à la puissance de feu écrasante américaine. Les kamikazes représentaient la tentative du Japon de transformer ses pilotes inexpérimentés restants en armes guidées de précision. Les mathématiques semblaient favorables. Alors que les attaques conventionnelles obtenaient des taux de coups au but de seulement 2% contre les navires américains fortement défendus, les premières attaques kamikazes aux Philippines avaient obtenu des taux de succès dépassant 34%. Un seul pilote dans un chasseur zéro portant une bombe de 250 kg pouvait potentiellement couler un destroyer, échangeant une vie et un avion obsolète contre des centaines de victimes américaines et des millions de dollars de navires de guerre endommagés. Les pilotes kamikazes subissaient un entraînement abrégé qui mettait l'accent sur la préparation spirituelle plutôt que sur les compétences de vol. Beaucoup avaient moins de 100 heures de vol contre plus de 500 heures pour leurs prédécesseurs à Pearl Harbor. On leur enseignait la navigation de base, la reconnaissance des navires et, plus critique, l'approche en piqué final qui devait éviter les tirs anti-aériens. Les pilotes écrivaient des lettres d'adieu, participaient à des toasts cérémoniels au saké et recevaient des sabres de samouraï ou des bandeaux du soleil levant avant leur mission. Mais aucune préparation spirituelle ne pouvait surmonter la révolution technologique qu'ils étaient sur le point de rencontrer. L'arme suicide Oka représentait l'expression ultime du concept kamikaze. Surnommée Baka, idiot en japonais, par les marins américains, cette bombe pilotée transportait une ogive de 1200 kg propulsée par 3 moteurs fusées à propergol solide. Avec une vitesse maximale de 925 km/h en piqué terminal, elle était conçue pour être imparable une fois lancée. Pourtant, sa faiblesse fatale était son rayon d'action, à peine 16 km, nécessitant que des bombardiers, bêtis vulnérables, les transportent directement dans la gueule des défenses américaines. Le contraste en philosophie défensive était absolu. Les navires américains à Okinawa se déployaient en cercle concentrique de protection avec des destroyers d'alerte avancée positionnés pour fournir une alerte précoce et supporter le choc des attaques initiales. Chaque destroyer transportait 12 à 16 canons de 5 pouces capables de tirer des obus à fusée VT, créant des champs de tir qui se chevauchaient. La fusée de proximité transformait ces armes de système de déni de zone en instruments de précision. Un obus VT de 5 pouces avait un rayon d'éclatement mortel de 21 mètres contre seulement 6 mètres pour les obus à fusée à temps. Plus critique encore, la fusée éliminait les calculs complexes requis pour les tirs anti-aériens conventionnels, permettant aux artilleurs d'engager des cibles immédiatement après détection. Le matin du 6 avril 1945 allait mettre ces systèmes à leur ultime test. L'opération Kikusui numéro 1 impliquait 391 avions de la marine et 133 avions de l'armée, dont 215 avions de la marine et 82 de l'armée étaient des kamikazes. Un total de 297 avions suicides dans un seul assaut coordonné. Le commandant Frederick Julian Beckton de l'USS Lafay décrivit plus tard les vagues kamikazes approchant comme ressemblant à un essaim d'abeilles se dirigeant vers la seule fleur du désert. La première vague frappa à 6 heures, les opérateurs radars suivant plus de 50 avions approchant du nord. Les destroyers d'alerte ouvrirent le feu à portée maximale, 11 000 mètres, avec des obus à fusée VT. Les fusées de proximité se révélèrent d'une efficacité dévastatrice contre les formations approchant. Chaque obus qui passait à portée mortelle d'un avion détonnait automatiquement, remplissant le ciel de fragments d'acier. Contrairement aux obus à fusée à temps qui exigeaient une estimation précise de la distance, les fusées VT transformaient les quasi-accidents en victoires. En quelques minutes, des douzaines d'avions japonais tombaient dans la mer, leur mission suicide terminée à des kilomètres de leur cible, mais les kamikazes continuaient d'arriver. À 7h44, l'USS Lafay subit une attaque concentrée de 22 avions en 80 minutes.
Les artilleurs du destroyer tirèrent 345 obus de 5 pouces à munitions VT, détruisant 9 attaquants. Les fusées de proximité permettaient aux canons du Lafay d'engager plusieurs cibles simultanément, passant rapidement d'un avion à l'autre sans les délais requis pour le réglage des fusées. Lorsque les pilotes kamikazes tentaient leur tactique standard d'approche à hauteur des vagues pour éviter la détection radar, les fusées VT se révélaient tout aussi efficaces, détonnant lorsque les obus passaient près de la surface de la mer et créant des murs de fragments qui déchiraient les avions volant à basse altitude. Malgré ce feu défensif dévastateur, le Lafay fut touché par 6 kamikazes et 4 bombes, mais survécut. Un témoignage à la fois du contrôle des avaries américains et du fait que les fusées de proximité avaient empêché bien plus d'attaquants d'atteindre leur cible. L'efficacité de la fusée VT n'était pas un hasard. La technologie avait été secrètement testée au combat depuis le 5 janvier 1943, lorsque l'USS Helena tira les premiers obus à fusée de proximité lors d'un engagement au large de Guadalcanal. Le lieutenant Red Cochrane, commandant la batterie arrière de 5 pouces, abattit un bombardier en piqué japonais Aichi D3 à Val avec le deuxième de 3 salves. Les obus avaient détonné sans coup direct. Ils avaient simplement passé assez près pour déclencher la fusée et déchirer l'avion avec des fragments. Ce seul succès validait 3 ans de développement intensif qui avaient surmonté des défis techniques apparemment insurmontables. La fusée contenait environ 130 composants électroniques miniaturisés pour tenir dans un espace plus petit qu'une bouteille de lait d'1 demi-litre, tous fabriqués avec des tolérances mesurées en millièmes de pouce. À l'époque de la campagne d'Okinawa, l'analyse post-combat révélait la supériorité mathématique des munitions à fusée de proximité. Les obus de 5 pouces à fusée à temps exigeaient en moyenne 1162 coups pour détruire chaque kamikaze. Les obus à fusée VT réduisaient cela à 310 coups par victoire, une amélioration de près de 4 fois de l'efficacité. Dans des conditions optimales, les résultats étaient encore plus dramatiques. Le destroyer d'escorte USS Abercrombie détruisit un kamikaze avec seulement 2 obus VT en mai 1945. Le destroyer USS Morrison, se défendant contre une attaque kamikaze massive le 4 mai, abattit 8 attaquants en quelques minutes en utilisant des munitions à fusée de proximité avant d'être submergé par le nombre. L'impact psychologique de la fusée de proximité sur les pilotes japonais était profond. Les pilotes kamikazes survivants qui avaient interrompu leur mission rapportaient de l'expérience terrifiante d'approcher les groupes de travail américains à travers ce qui semblait être des murs solides d'obus explosants. Les bouffées noires caractéristiques des explosions VT apparaissaient avec une précision étrange, comme si les artilleurs américains pouvaient voir exactement où chaque avion serait. La doctrine tactique japonaise supposait que les approches à haute vitesse et basse altitude minimiseraient l'exposition au feu anti-aérien. La fusée de proximité invalidait complètement ces suppositions. Les obus qui auraient manqué de 15 mètres avec des fusées conventionnelles détonaient maintenant mortellement près, transformant l'approche finale en une course d'obstacles d'explosion minutieusement chronométrée. Le vice-amiral Mato Miyugaki, dirigeant les opérations kamikazes depuis Kyushu, nota dans son journal l'efficacité de plus en plus dévastatrice des défenses anti-aériennes américaines. Fin avril 1945, le renseignement naval japonais estimait que moins d'un kamikaze sur 4 atteignait sa cible, contre 1 sur 3 pendant la campagne des Philippines. La différence était principalement attribuée à ce que les rapports japonais décrivaient comme des obus anti-aériens d'un nouveau type qui semblaient exploser avec une précision impossible. Ugaki écrivit: la puissance de feu défensif de l'ennemi a augmenté de manière remarquable. Nos avions d'attaque spéciale sont détruits à des distances que nous considérions auparavant comme sûres. Des marins américains individuels, actionnant les canons de 5 pouces avec des munitions VT, devinrent des légendes au sein de leur groupe de travail. Sur le destroyer USS Hugh W. Hadley, pendant l'attaque du 11 mai, les équipages de canons revendiquèrent 17 victoires kamikazes confirmées en utilisant des munitions à fusée de proximité. Les artilleurs développèrent une technique de tir en continu devant les avions kamikazes, créant un mur de VT à travers lequel les avions attaquants devinrent voler.
Leurs équipages de canons pouvaient tirer 15 coups par minute, chaque obus équipé de son propre cerveau électronique cherchant des cibles. Pendant une période de 52 minutes, les canons du Hugh W. Hadley détruisirent plusieurs kamikazes à la suite, les fusées de proximité garantissant que même les obus passant au-dessus ou au-dessous des avions manœuvrant rapidement détonneraient efficacement. L'histoire de l'USS Aaron Ward pendant les attaques du 3 mai illustre le rôle de la fusée de proximité comme multiplicateur de force. Lorsque 40 avions kamikazes attaquèrent le destroyer, ces batteries de 5 pouces tirèrent continuellement pendant 52 minutes. Les obus à fusée VT détruisirent 6 attaquants complètement et en endommagèrent 5 autres suffisamment pour qu'ils s'écrasent en mer. Le commandant William Saunders témoigna plus tard que sans les fusées de proximité, son navire aurait été submergé dans les 10 premières minutes. La capacité d'engager des cibles sans télémétrie précise permettait aux canons de l'Aaron Ward de passer rapidement d'une menace à l'autre, chose impossible avec des munitions à fusée à temps. Ces récits se multipliaient à travers toute la flotte. Pendant les 10 opérations Kikusui majeures du 6 avril au 22 juin 1945, les forces japonaises lancèrent environ 1900 avions dans des attaques kamikazes organisées. Les forces navales américaines, utilisant principalement des obus de 5 pouces à fusée VT, détruisirent des centaines de ces attaquants avant qu'ils n'atteignent leur cible. Les statistiques du groupe de recherche opérationnelle montraient que les navires équipés de munitions à fusée de proximité avaient 3 fois plus de chances de survivre aux attaques kamikazes concentrées que ceux reposant principalement sur des munitions conventionnelles. La fusée de proximité avait transformé ce qui aurait dû être une innovation tactique catastrophique en une menace coûteuse mais gérable. La disparité dans l'adaptation technologique devint apparente à mesure que la campagne progressait. Les forces américaines affinaient continuellement leur tactique de fusée de proximité, découvrant que les obus VT étaient particulièrement efficaces lorsqu'ils étaient tirés selon des motifs créant des sphères de fragments qui se chevauchaient. Les navires commencèrent à coordonner leurs tirs pour créer ces boîtes VT à travers lesquelles les avions kamikazes devaient voler. Les Japonais, quant à eux, ne pouvaient répondre que par des variations tactiques. Attaques à l'aube, approches multi-axes, mélange d'avions conventionnels et suicides, aucune ne pouvant surmonter l'avantage fondamental des obus qui savaient quand exploser. Les statistiques de production racontaient l'histoire de la guerre industrielle à son apogée. En juin 1945, les usines américaines produisaient 70 000 fusées de proximité par jour. L'ensemble de l'effort de guerre verrait plus de 22 millions de fusées de proximité fabriquées à un coût dépassant $1 milliard de l'époque, soit d'environ 15 milliards de dollars actuels. La Crossley Corporation employait à elle seule 10 000 travailleurs sur 3 équipes, 7 jours sur 7. Le coût de chaque fusée était passé de $732 en 1942 à seulement $18 en 1945 grâce aux efficacités de la production de masse. Cet investissement massif se révéla valable lorsque l'analyse de la marine indiqua que les fusées de proximité avaient empêché la perte de dizaines de navires pendant la seule campagne d'Okinawa. La capacité industrielle japonaise, dévastée par les bombardements stratégiques et les pénuries de ressources, ne pouvait rien produire de comparable. Alors que les scientifiques japonais avaient compris le concept de la fusée de proximité, des rapports allemands sur les munitions spéciales alliées étaient parvenus au Japon par sous-marin, il manquait de l'infrastructure industrielle pour développer et produire en masse des dispositifs aussi sophistiqués. La technologie des tubes à vide seuls exigeait des capacités de fabrication de précision que l'industrie japonaise, ravagée par la guerre, ne pouvait atteindre. Le développement radar japonais, critique pour comprendre les principes de la fusée de proximité, restait primitif comparé aux systèmes américains. Le radar type 22, le plus avancé de la marine japonaise, opérait à des longueurs d'onde qui rendaient la miniaturisation impossible, même si la capacité de fabrication avait existé. L'efficacité de la fusée de proximité influença la doctrine tactique japonaise dans les dernières étapes de la campagne.
En mai 1945, les pilotes kamikazes recevaient l'instruction d'approcher les groupes de travail américains à altitude maximale avant de piquer verticalement sur leur cible, espérant minimiser l'exposition au feu anti-aérien à fusée VT. Cet ajustement tactique, tout en réduisant les pertes pendant l'approche, rendait le ciblage précis presque impossible. Les navires pouvaient manœuvrer hors de la trajectoire de piqué, et l'approche à haute altitude donnait aux opérateurs radars plus de temps pour suivre les avions entrants. La solution tentée s'avéra contre-productive. L'amiral Richmond Kelly Turner, commandant des forces amphibies à Okinawa, attribua aux fusées de proximité d'avoir rendu l'invasion possible. Dans une lettre au chef des opérations navales, Turner écrivit « Sans la fusée VT, nos pertes dues aux attaques suicides auraient été insupportables. Le kamikaze japonais était une arme redoutable qui aurait pu changer l'issue de la guerre du Pacifique sans notre supériorité technologique en défense anti-aérienne. » Son évaluation fut reprise par l'amiral Mark Meacher, dont le navire amiral USS Bunker Hill survécut à une frappe kamikaze dévastatrice le 11 mai, en partie parce que le tir à fusée de proximité détruisit 3 autres attaquants qui auraient fini le porte-avions désemparé. L'amiral Harley Burke, chef d'état-major de Meacher, se souvint plus tard de l'efficacité des fusées de proximité lors d'une interview en 1978. Quand je suis devenu chef d'état-major de l'amiral Meacher, 1978, qui commandait les groupes de porte-avions rapides, toutes les munitions de 5 pouces sur 38 et 5 pouces sur 25 étaient équipées de fusées VT. Et comme vous le savez bien, ces fusées abattaient des avions ennemis par dizaines. Si ce n'avait été pour ces fusées, nos pertes de navires et de victimes dans les porte-avions rapides dans la seconde moitié de la guerre auraient été énormément plus importantes. L'impact de la fusée de proximité allait au-delà des simples statistiques. La technologie modifia fondamentalement l'équation du moral qui rendait les tactiques kamikazes viables. La doctrine militaire japonaise supposait que la certitude de la mort pour ses pilotes serait équilibrée par la quasi-certitude de toucher les navires ennemis. Lorsque les taux de succès tombèrent en dessous de 20% à cause des défenses à fusée de proximité, l'échange devint insoutenable même par le calcul brutal de la guerre suicide. De jeunes pilotes japonais, beaucoup étant des étudiants universitaires enrôlés dans les unités d'attaque spéciales, commencèrent à comprendre que leur mort n'aboutirait probablement à rien. Des lettres récupérées après la guerre révélèrent une prise de conscience croissante parmi les pilotes kamikazes que les défenses américaines avaient évolué au-delà de ce que leurs commandants avaient promis. Le lieutenant Yukio Seki, chef de la première unité kamikaze officielle en octobre 1944, avait obtenu un succès dévastateur contre les porte-avions d'escorte dans le golfe de Leyte lorsque les fusées de proximité ne composaient que 25% des munitions anti-aériennes. À Okinawa, ses successeurs firent face à une réalité fondamentalement différente. Le lieutenant-commandant Goro Nonaka, menant le corps du dieu du tonnerre équipé de bombes volantes Oka, perdit tout son escadron le 21 mars 1945, sans qu'un seul Oka n'atteigne sa position de lancement. Les chasseurs américains, guidés par des officiers d'interception radar, abattirent les 18 bombardiers Betty. Mais même s'ils avaient percé, le mur de feu anti-aérien à fusée VT aurait été impénétrable. La sophistication technique de la fusée de proximité représentait plus qu'une simple fabrication supérieure. Le dispositif incarnait des avancées fondamentales en électronique, science des matériaux et intégration de systèmes que le Japon ne pouvait égaler. Les tubes à vide miniaturisés, fabriqués par Sylvania et Raytheon, utilisaient des formulations de verre spéciales pouvant résister à des chocs énormes. Le système de batterie, activé par l'accélération du tir, utilisait un électrolyte qui restait stable pendant des mois, puis s'activait instantanément quand nécessaire. La fréquence radio était précisément calculée pour minimiser les interférences, tout en maximisant la portée de détection. Chaque élément représentait des années de recherche concentrées, soutenues par un financement illimité. Pendant ce temps, les défenses anti-aériennes japonaises restaient primitives.
Le canon anti-aérien type 98 de 100 mm, la meilleure arme anti-aérienne lourde du Japon, reposait encore sur des fusées à temps mécaniques qui exigeaient un réglage manuel avant chaque tir. Les navires de guerre japonais à Okinawa, y compris le super cuirassé Yamato pendant sa dernière sortie, transportaient des munitions anti-aériennes technologiquement équivalentes à ce que les Américains avaient utilisé à Pearl Harbor. Lorsque le Yamato fit face à plus de 300 avions américains le 7 avril 1945, ses 162 canons anti-aériens tirèrent des milliers d'obus mais n'abattirent pas plus de 10 attaquants. Les Américains ne perdirent que 10 avions tout en coulant le plus grand cuirassé du monde, une démonstration frappante de la disparité technologique. La fusée de proximité permit également de nouvelles innovations tactiques impossibles avec des munitions conventionnelles. Les destroyers américains développèrent la technique du parapluie VT, tirant des obus à fusée de proximité selon des motifs prédéterminés au-dessus des navires amis sous attaque. Les obus détonaient à des distances fixes, créant un dôme protecteur de fragments que les avions kamikazes devaient pénétrer. Cette technique s'avéra particulièrement efficace contre les bombes volantes Oka, dont la vitesse élevée les rendait presque impossibles à suivre, avec un contrôle de tir conventionnel, mais vulnérables aux murs de fragments créés par les motifs VT. Pendant toute la campagne d'Okinawa, du 1er avril au 22 juin 1945, la marine des États-Unis dépensa environ 150 000 obus de 5 pouces à fusée de proximité. L'efficacité était indéniable. Alors que les munitions à fusée VT représentaient 45% des munitions anti-aériennes lourdes tirées, elles étaient responsables de la grande majorité des victoires kamikazes confirmées à plus longue portée. Les obus à fusée à temps, composant 55% des munitions dépensées, se révélèrent efficaces principalement à courte portée, où la précision était moins critique. Les mathématiques démontraient que les fusées de proximité étaient environ 3 à 4 fois plus efficaces que les munitions conventionnelles contre les attaques kamikazes. La différence en coût humain était tout aussi dramatique. Les navires qui épuisaient leurs munitions VT et revenaient aux obus à fusée à temps subissaient des taux de perte significativement plus élevés lors des attaques suivantes. Le destroyer USS Drexler, attaqué après avoir épuisé ses munitions à fusée de proximité le 28 mai, fut coulé en moins d'une minute par 2 kamikazes qui auraient probablement été détruits par des tirs VT. Ces 158 morts représentaient plus de victimes que de nombreux destroyers n'en subissaient pendant des campagnes entières. L'amiral Raymond Spruance, commandant de la 5e flotte, expérimenta personnellement la menace kamikaze lorsque son navire amiral USS Indianapolis fut touché en mars, le forçant à transférer sur l'USS New Mexico, qui fut également frappé en mai. Il écrivit plus tard « Ceci est ma seconde expérience avec un avion suicide touchant mon propre navire et j'ai vu 4 autres navires touchés près de moi. L'avion suicide est une arme très efficace que nous ne devons pas sous-estimer. » Pourtant, Spruance reconnut aussi que sans les fusées de proximité, le kamikaze aurait été bien plus dévastateur. La fusée VT a sauvé d'innombrables navires et vies. C'est la marge entre des pertes supportables et insupportables. Les implications stratégiques étaient claires pour les planificateurs militaires préparant l'opération Downfall, l'invasion planifiée du Japon. Les estimations du renseignement indiquaient que le Japon avait réservé environ 10 000 avions pour des attaques kamikazes contre la flotte d'invasion. Cependant, les planificateurs de guerre américains, confiants en l'efficacité de la fusée de proximité, calculèrent que les besoins défensifs pourraient être satisfaits. La production de fusées VT était programmée pour atteindre 100 000 unités par jour en septembre 1945. De nouvelles fusées Mark 53 et Mark 58 avec une sensibilité et une fiabilité améliorées entraient en production de masse. La flotte d'invasion aurait transporté plus d'1 million d'obus à fusée de proximité, créant une défense anti-aérienne sans précédent dans l'histoire militaire. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945 mirent fin à la guerre avant que ce test culminant ne puisse se produire. Mais l'impact de la fusée de proximité sur les calculs de reddition japonais ne doit pas être sous-estimé.
Les évaluations militaires japonaises capturées après la guerre reconnurent l'impossibilité d'une défense réussie contre une flotte d'invasion protégée par ce qu'ils appelaient des obus électroniques. L'amiral Soemu Toyoda, chef de l'état-major général de la marine, témoigna après la guerre que la marine japonaise avait calculé que les attaques kamikazes pour la défense de la patrie obtiendraient moins de 10% de taux de succès contre les défenses à fusée de proximité, un taux qui rendrait la tactique militairement sans valeur. L'analyse d'après-guerre révéla toute l'ampleur de la réalisation de la fusée de proximité. Le programme avait mobilisé 112 entreprises en plus des principaux sous-traitants, créant un écosystème industriel dédié à la production de l'électronique militaire la plus sophistiquée de l'époque. Les scientifiques britanniques, qui avaient conçu le concept original de la fusée de proximité en 1940, mais manquaient de ressources pour le développement, reconnurent que la capacité industrielle américaine avait réalisé ce qu'ils considéraient impossible. Les Britanniques avaient conclu que faire survivre des tubes à vide au lancement par canon était insurmontable. Les ingénieurs américains leur prouvèrent le contraire. L'efficacité de la fusée de proximité contre les attaques kamikazes influença le développement de la technologie militaire pendant des décennies. Le principe des munitions intelligentes, des armes qui pouvaient penser par elles-mêmes, devint central à la doctrine militaire américaine. Les missiles anti-aériens modernes utilisent des fusées de proximité descendantes de la fusée VT, tandis que le système d'armes rapprochées Phalanx, protégeant les navires de guerre d'aujourd'hui, opère sur des principes pionniers pendant la défense contre les kamikazes. La supériorité technologique qui défie le guidage humain avec l'intelligence électronique établit un paradigme qui continue de façonner la stratégie militaire. Des vétérans japonais interviewés après la guerre exprimèrent une stupéfaction continue face à la technologie américaine de la fusée de proximité. Le commandant Tadashi Nakajima, qui aida à établir le programme Kamikaze, admit: nous savions que les Américains avaient une technologie supérieure, mais la fusée de proximité était au-delà de notre imagination. Nos pilotes rapportaient que les obus explosaient exactement où ils volaient, comme guidés par des mains invisibles. Cela détruisit non seulement nos avions, mais le postulat fondamental de l'attaque spéciale, que le pouvoir spirituel pouvait surmonter le désavantage matériel. Le capitaine Aikichi, ou Rikihei Inoguchi, un avocat précoce des tactiques kamikazes, survécut à la guerre et réfléchit plus tard à l'impact des fusées de proximité. Nous croyons que la volonté de mourir garantirait le succès. La fusée électronique américaine prouva que la technologie pouvait vaincre même le sacrifice humain le plus déterminé. Ce n'était pas seulement une arme, mais une déclaration sur la nature de la guerre moderne. Le contraste entre la fusée de proximité et les attaques kamikazes représentait des philosophies fondamentalement différentes sur la valeur de la vie humaine et le rôle de la technologie dans la guerre. L'investissement américain pour préserver la vie grâce à une technologie supérieure s'opposait à la volonté japonaise de dépenser la vie comme une arme en soi. La fusée de proximité, en rendant les attaques kamikazes survivables pour les forces américaines, invalida la logique cruelle qui poussait de jeunes Japonais à une mort délibérée. En ce sens, la fusée électronique représentait non seulement une supériorité technologique, mais une déclaration morale sur la façon dont les guerres devraient être menées. L'héritage de la fusée de proximité dans la défaite des attaques kamikazes s'étend au-delà de l'histoire militaire. Le programme de développement accéléré, qui créa la fusée VT, établit le modèle pour les réalisations techniques américaines ultérieures, du programme spatial à l'informatique moderne. La collaboration entre universités, industries privées et besoins militaires, qui produisit 22 millions de dispositifs électroniques sophistiqués sous la pression de la guerre, démontra les capacités organisationnelles américaines qui définiraient l'ère d'après-guerre. Le laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, où la fusée de proximité fut perfectionnée, continua comme un centre d'innovation technologique militaire, développant tout, des missiles guidés à la navigation par satellite. Le docteur Merle Tuve, qui dirigea le développement de la fusée de proximité, réfléchit plus tard à cette réalisation. Nous avons sauvé des vies en rendant les armes plus efficaces. Chaque kamikaze abattu par une fusée de proximité signifiait des marins américains qui rentraient chez eux auprès de leur famille. Cela valait n'importe quel effort et dépense.
Le succès de son équipe valida l'approche américaine d'appliquer les connaissances scientifiques aux problèmes militaires, une philosophie qui dominerait la stratégie de défense tout au long de la guerre froide. Pour le Japon, l'échec des tactiques kamikazes contre les défenses à fusées de proximité marqua la fin des croyances sur la supériorité spirituelle surmontant le désavantage matériel. Les jeunes pilotes qui moururent dans des attaques futiles contre des murs d'explosion à fusées VT devinrent des symboles non pas d'un sacrifice noble, mais d'un leadership militaire qui avait échoué à reconnaître la réalité technologique. L'accent moderne du Japon sur le développement technologique et l'innovation peut être retracé en partie aux dures leçons de 1945, lorsque des fusées électroniques vainquirent des pilotes humains avec une précision mécanique. La précision mathématique du succès de la fusée de proximité, 310 coups par victoire contre 1162 pour les obus à fusée à temps, se traduisit en navires sauvés, vies préservées et finalement victoire stratégique. Chaque fusée VT qui fonctionnait correctement signifiait un marin américain qui rentrait chez lui, un navire qui survivait pour combattre un autre jour, et la preuve que la technologie pouvait fournir un avantage décisif dans la guerre moderne. La destruction confirmée de centaines d'avions kamikazes par des fusées de proximité avant qu'ils n'atteignent leur cible représenta des milliers de victimes américaines évitées, des douzaines de navires sauvés, et la validation de l'investissement de milliards de dollars dans la guerre électronique. L'histoire de la technologie vainquant le fatalisme atteignit son point culminant dans les eaux d'Okinawa, où les chasseurs guidés par radar, les obus anti-aériens à fusées de proximité et les systèmes sophistiqués de contrôle des avaries l'emportèrent contre des attaques suicides délibérées. Les pilotes kamikazes, de jeunes hommes courageux sacrifiés pour une cause perdue, volèrent dans un champ de mise à mort électronique que leur commandant n'avait jamais anticipé. Leur mort, tout en infligeant des dommages tactiques qui horrifièrent les marins américains, échouèrent à atteindre l'objectif stratégique de rendre les coups de l'invasion insupportables. La fusée de proximité avait transformé leur sacrifice d'une arme dévastatrice en une menace gérable. Le secrétaire à la marine James Forrestal résuma la contribution de la fusée de proximité. La fusée de proximité a aidé à ouvrir la voie vers le Japon. Sans la protection que cet ingénieux dispositif a donnée aux navires de surface de la flotte, notre poussée vers l'ouest n'aurait pas pu être si rapide, et le coût en hommes et en navires aurait été immensément plus grand. Cette évaluation, partagée par les chefs militaires à travers tout le théâtre du Pacifique, reconnut que l'intelligence électronique avait vaincu le sacrifice humain. Le bilan final était sobre mais décisif. Pendant toute la campagne d'Okinawa, les attaques kamikazes japonaises coulèrent 36 navires américains et en endommagèrent 368 autres. Aussi terribles que ces pertes fussent, elles représentaient la survie de la grande majorité des navires attaqués. Un taux qui aurait été impossible sans les fusées de proximité. Les 4907 marins américains tués par les kamikazes à Okinawa, tout en représentant la bataille la plus sanglante de la marine, étaient une fraction des pertes que l'analyse conventionnelle prédisait sans la technologie VT. Les pertes japonaises étaient absolues. Environ 1900 avions et pilotes dépensés dans des attaques kamikazes organisées pendant les 10 opérations Kikusui, plus des centaines d'autres dans des tentatives suicides improvisées, obtenant des résultats tactiques loin des exigences stratégiques. La victoire des fusées de proximité sur les attaques kamikazes démontra que dans la guerre moderne, la supériorité technologique pouvait surmonter les avantages en nombre, détermination ou même volonté de mourir. Les marins américains, actionnant les canons de 5 pouces avec des munitions VT, détenaient un avantage décisif sur les pilotes japonais scellés dans des cockpits pour des missions sans retour. L'émetteur radio miniaturisé dans chaque nez d'obus représentait une capacité industrielle, des connaissances scientifiques et une capacité organisationnelle qu'aucun esprit martial ne pouvait égaler. Lorsque la fusée électronique rencontra le pilote humain dans les cieux au-dessus d'Okinawa, l'issue fut prédéterminée par les usines de Cincinnati, les laboratoires du Maryland et la croyance fondamentale américaine que la technologie pouvait préserver la vie tout en obtenant la victoire.
La réalité mathématique était inéluctable. Une fusée de proximité, pesant moins de 2,3 kg, contenant 130 composants électroniques, fabriqués pour 18 $ en 1945 et fonctionnant pendant moins de 30 secondes, pouvait détruire un avion kamikaze avec son pilote, représentant des années d'entraînement, des tonnes d'aluminium et d'acier, et plus tragiquement, une vie humaine qui ne pourrait jamais être remplacée. Multipliée à travers des milliers d'engagements dans tout le théâtre du Pacifique, cette équation se traduisit en victoire américaine grâce à une supériorité technologique qui aida à déterminer l'issue de la guerre. Le succès de la fusée de proximité contre les attaques kamikazes valida toute l'approche américaine de la guerre au XXe siècle. L'investissement dans la technologie, la foi dans la production industrielle et la croyance que l'équipement supérieur pouvait surmonter la détermination fanatique se révélèrent exacts dans le test le plus extrême imaginable. Pour le Japon, l'échec du kamikaze contre les défenses à fusée de proximité représenta non seulement une défaite militaire, mais l'invalidation de croyances fondamentales sur l'esprit triomphant de la matière. La fusée électronique avait vaincu le vent divin, prouvant que dans le creuset de la guerre moderne, la technologie avancée triompherait du sacrifice humain. La guerre du Pacifique démontra que dans la guerre navale moderne, la capacité à détruire les avions à distance déterminait la survie. Les nations qui pouvaient concevoir, produire et déployer une technologie défensive supérieure détenaient des avantages décisifs sur celles qui s'appuyaient sur le seul courage humain. La comparaison entre la fusée de proximité et le kamikaze illustre ce principe au niveau le plus fondamental. La sophistication électronique américaine vainquant le sacrifice humain japonais. Le succès de la fusée VT à Okinawa établit la supériorité technologique comme facteur déterminant de l'efficacité militaire. Le contraste entre les approches américaines et japonaises de la défense antiaérienne raconte finalement une histoire plus large sur la guerre industrielle au XXe siècle. Les nations qui pouvaient mobiliser les connaissances scientifiques, la capacité de fabrication et l'expertise organisationnelle pour produire une technologie militaire supérieure détenaient des avantages insurmontables. La fusée de proximité représenta l'aboutissement des forces américaines, l'ingénierie innovante, la production de masse et la résolution systématique de problèmes appliqués aux défis militaires. Son triomphe sur le kamikaze démontra de manière conclusive que dans la guerre moderne, la victoire appartenait à ceux qui pouvaient penser, construire et déployer une meilleure technologie. La précision mathématique de l'efficacité de la fusée de proximité, 3 à 4 fois plus efficace que les munitions conventionnelles, réduisant les coûts requis par victoire de 73%, empêchant la perte d'innombrables navires, se traduisit en une victoire stratégique qui préserva des vies américaines tout en vainquant un ennemi déterminé. Ce différentiel, multiplié à travers le vaste théâtre du Pacifique, aida à assurer la victoire américaine et établit la supériorité technologique comme fondement de la doctrine militaire d'après-guerre. La fusée électronique n'avait pas seulement vaincu le kamikaze, elle avait validé toute l'approche américaine de la guerre par la technologie supérieure, prouvant définitivement qu'en matière de vie et de mort, la qualité de l'équipement pouvait surmonter la quantité de sacrifices.